Alors, la team YouTube, comme j'aime à vous appeler, vous aimez bien Yoann Chapoutot, vous? Attendez, merde, je fais un peu de traviole. Ah, pas du tout. Vous aimez bien Yoann Chapoutot, là? Tout le monde aime bien Yoann Chapoutot, la coqueluche de la gauche internet. A raison, il est extrêmement based. Donc Yoann Chapoutot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est historien spécialiste du nazisme et qui a décidé, malgré son rôle d'universitaire, quand même de mettre les pieds dans le plat et de mettre au moins un pied dans la politique, quoi. Voilà, et de s'engager, d'avoir des prises de position politiques et de ne pas hésiter à relier son travail d'universitaire, son travail d'historien sur le nazisme avec ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Voilà. Et donc, c'est devenu un peu un personnage médiatique extrêmement apprécié à gauche parce que juste, il est trop fort, Yoann Chapoutot. Juste, on boit ses paroles. Il parle, on l'écoute, on est en mode genre, ah oui, vas-y, parle-moi, Yoann. Ah oui, sors-moi des mots en allemand avec un accent absolument parfait. Ah oui, explique-moi le XXe siècle. Il est trop chaud, il est trop fort, on l'adore. Et donc là, voilà, on va regarder la dernière vidéo de la série de vidéos qu'il a fait pour Blast, il y a pas longtemps, où c'est un abécédaire. Un mot par lettre et il parle autour de ce mot-là, quoi. Par exemple, je sais plus, il y avait J comme Jeux Olympiques et du coup il parlait des Jeux Olympiques de 36 en Allemagne, le rapport au sport des nazis et blablabla, blablabla. Et il en a plein, quoi. Alors moi j'en ai vu quelques-uns, j'ai pas tout regardé, mais c'est vraiment super. Onibaku, qui est un spécialiste de Chapoutot, il a dit pour moi c'est le meilleur contenu qu'il y a eu avec Chapoutot sur internet ces dernières années. Et donc là c'est le tout dernier épisode, ils ont gardé le meilleur pour la fin, c'est sorti il y a un mois déjà, mais j'étais passé à côté. Ils ont gardé la lettre H pour la fin. H non pas comme Hitler, parce qu'il a déjà beaucoup parlé de nazisme, c'est un spécialiste du nazisme, mais H comme histoire. Et donc il va parler d'histoire, tout simplement, de son rapport à l'histoire, le rapport à l'histoire, peut-être le lien entre politique et histoire. Je sais pas trop, mais là voilà, ça va être une réflexion sur l'histoire de manière générale, et j'imagine la discipline que c'est l'étude de l'histoire, quoi. Voilà. Il fait pas les lettres après H. Alors apparemment, de ce qu'on m'a dit, il a fait toutes les lettres, mais ils ont gardé le H pour la fin, pour faire le season final où Chapoutot parle d'histoire. Donc je pense que ça va être un peu dézoomé. Ça va pas être spécifiquement sur le nazisme, ça va être un truc de fond, peut-être un peu intello. On va se régaler parce que moi j'adore l'histoire. Alors j'ai pas fait d'études d'histoire ou quoi que ce soit. Je suis pas non plus un méga mordu d'histoire en vérité. J'aimerais l'être plus, mais dès que je m'intéresse un peu à l'histoire et tout, j'ai toujours un côté où c'est presque enivrant. Je trouve ça trop intéressant. L'histoire, quoi. Et pour comprendre comment le monde fonctionne aujourd'hui, quand on est un gauchiste qui s'intéresse à la politique comme vous et moi, genre on peut pas se faire l'économie de s'intéresser à l'histoire. Genre c'est hyper important pour comprendre le monde. Et moi justement, quand je m'intéresse à l'histoire, j'ai un côté où c'est presque grisant. Où je suis genre waouh, j'ai l'impression d'écouter des choses vraiment intéressantes, vraiment importantes, et ça fait de moi un meilleur militant, intellectuel, streamer, même ce que vous voulez, je sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression de devenir une meilleure personne quand je m'intéresse à l'histoire. Ça me fait cet effet-là. Je trouve ça, c'est trop bien l'histoire, quoi. Voilà. Meilleur contenu avec Chapoutot, l'abécédaire, j'ai tout vu 2 fois. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Donc c'est parti. Histonie, c'est un zinzin de la discipline sur YouTube. Histonie, ouais, allez voir. Si vous voulez des trucs d'histoire ultra carrés, allez voir Histonie, quoi. Il y en a plein. Yann Toucourt aussi, trop fort. J'aime beaucoup. Et puis Chapoutot, quoi. Enfin bon, bref. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts pour la dernière lettre? Allez. H comme histoire. H comme histoire. Salut, l'enquête de Édouard Philippe a été évoquée. Alors, on en a parlé longuement hier avec l'Humanité. Donc, tu peux aller sur la chaîne de l'Humanité, tu cherches Ribot dans l'Huma. On en a parlé longuement. Voilà, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Et c'est bon, là, on est sur Chapoutot et l'histoire, là. Focus. Donc on termine avec, c'est ton souhait d'ailleurs de terminer par histoire, parce que c'est vrai que tu es historien, ce goût pour l'histoire fonde toute ta vie, et le travail d'historien est un travail de recherche, de solitude, comment dire, oui c'est ça, c'est-à-dire d'abnégation, et j'ai envie de dire, quand on fait l'histoire du nazisme et qu'on recherche là-dedans, on vit avec des fantômes, avec des meurtriers, avec des racistes, donc ça demande en plus un investissement considérable, quoi. Et donc c'est filmé où? Je crois que c'est filmé dans le bureau de Chapoutot directement. Mais c'est chez lui justement. C'est pas Chapoutot qui disait que il bossait de chez lui parce qu'il avait besoin d'un environnement où il est bien, avec sa famille pas loin, etc., etc. Parce qu'effectivement, avoir la tête dans les pires horreurs du nazisme toute la journée, faut que tu sois dans un environnement où tu te sens bien, parce que sans ça, au bout d'un moment, tu craques, et que du coup, son bureau est chez lui pour être près des siens. Je confonds avec quelqu'un d'autre? Je viens d'inventer, mais je crois que j'avais entendu quelqu'un dire ça à un moment donné. Le miroir de merde, là, je sais que c'est une ref à Deleuze. Je ne me prononcerai pas. Pas hyper convaincu par le miroir. Alors oui, c'est une ref à Deleuze. Il y avait eu toute une série d'interviews, d'entretiens avec Deleuze, où du coup l'intervieweur était filmé par miroir interposé comme ça.
Donc, euh, donc là, ils ont refait le dispositif. Il l'a dit lui-même? C'est ce qu'il dit, Chapoutot? Ok, ok. Sans doute des moments où on se dit à quoi je sers. Enfin, c'est un peu le. Et moi qui suis pas historien mais journaliste, je sais pas. Pour moi, un historien, c'est pas un journaliste qui a réussi, mais non, mais c'est vrai, parce que quand tu vois le délitement aujourd'hui du journalisme et la manière dont les journalistes se Ah, comportent. ok, je vois ce qu'il veut dire. Il est en mode là, le niveau du journalisme est tellement râle et pâquerette que les gens qui font un travail d'historien, c'est justement l'aspect du travail de journaliste que les journalistes ne font pas assez. Bah, les historiens, eux, c'est leur méthode de travail, justement, en mode l'attachement aux faits, aller fouiner dans des trucs pour en ressortir des éléments factuels et à partir de là, tenter de développer quelque chose qui s'approche de la vérité, finalement. Ça devrait être ça ce que font les journalistes et au final, bon, c'est pas tant ça qu'ils font, quoi. Heureusement que des historiens et des historiens comme toi sont là pour Des journalistes du comment passé, dire, ouais. fonder là je suis très long, mais c'est la fin de cet abécédaire. Oula. Voilà, quoi, et c'est très bien qu'on termine là-dessus, quoi. Moi, je te rejoins. J'aime beaucoup écouter mes collègues quand ils interviennent dans l'espace public. Ils sont nombreuses. Ils ont raison parce que ils nous aident à réfléchir, ils nous aident à penser, comme d'autres praticiens des sciences sociales, des sociologues, des économistes, des psychiatres, des psychologues qui interviennent dans l'espace public. Parler d'histoire, je voulais terminer par là parce que c'est l'entrée la plus difficile de ta liste. Dans la mesure où... Bah, c'est vaste de fou, quoi. H comme histoire. Alors, monsieur l'historien, vous avez quoi à dire sur l'histoire? Effectivement, il y a de quoi faire. Hein. D'ailleurs, les autres questions duraient pas 25 minutes par... Enfin, les autres lettres duraient pas 25 minutes par lettre. C'est un continent à la fois scientifique, académique, mais aussi existentiel. Moi, je conçois mon activité non pas comme un métier, non pas comme une profession, mais comme un genre de vie. C'est une modalité d'existence, le fait de faire de l'histoire, parce que j'ai une dilection particulière pour le passé, une émotion particulière pour ce qui est ancien, ce qui nous a été légué. C'est une expérience métaphysique, en fait, de voir que quelque chose a disparu, mais encore là, est encore là. Oui, je suis d'accord. Moi, je trouve ça beau de fou. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est un homme de gauche, hein, Chapoutot. Sinon, il serait pas lâché Blast, évidemment. Il serait pas adulé par tous les gauchistes d'internet, hein, si c'était pas un homme de gauche. Ça me paraît assez évident. Et ce qu'il dit, en mode il y a quelque chose d'assez grisant à voir ce que le passé nous a transmis, etc. Bah, il y a des gens de droite qui parlent comme ça. Et eux, ils parlent de la tradition. Ils sont en mode le poids des traditions, on est tout petit à côté de ça, et en fait, on doit rester ancré dans les traditions et les faire perdurer parce qu'il y a quelque chose de magique un peu là-dedans. Vous voyez? Il y a des gens droitards, traditionnalistes, qui sont pas des camarades pour le coup. Ils disent un peu ça. Vous voyez? Et Chapoutot dit quelque chose d'un peu analogue. Quelque chose comme un peu magique, un peu merveilleux, à voir cette espèce de truc qui a disparu par le passé, mais continue à vivre à travers les gens qui le font vivre. Mais il parle pas de tradition, il parle d'histoire. Et en fait, la pratique de l'histoire, en tant qu'historien, ça peut amener ce sentiment un peu grisant auquel se raccrochent certains traditionalistes, quoi. Voilà. Le marxisme, c'est une philosophie de l'histoire à la base. Et oui, le matérialisme historique ou matérialisme dialectique. Car Marx était un hégélien de gauche, disciple d'Hegel, qui a trouvé le concept de dialectique en philosophie, mais qui était idéaliste, a été poursuivi par Marx, qui rajoute une approche matérialiste et historique à la logique dialecticienne. C'est ça, non? Hegelien? On dit hegelien, pardon. L'aspect philo de Marx, je connais pas très bien, mais oui, tout à fait. Mais ouais, hein. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a quelque chose de... Bah, c'est ce que je disais au début, il y a quelque chose de franchement grisant et un peu magique. Et moi, pareil, quand je regarde des documentaires, des trucs d'histoire, justement, mais en plus, je suis dans le commentariat de l'actu brûlante, un truc à 2 jours, je suis en mode putain, je suis passé à côté de l'info, les streamers, ils ont déjà tous parlé avant moi. Donc du coup, justement, quand tu mates un truc d'histoire, le truc aurait pu sortir dans 5 ans avant, bah l'info, ça te parle d'un siècle précédent, quoi. Et donc, je sais pas, il y a un côté où ça me fait vraiment du bien, quoi. Donc je me reconnais un peu dans ce qu'il dit, même si je suis pas historien. Et donc c'est une manière de contrer ou de défier ou de narguer notre finitude. De voir qu'on retrouve un vieil objet au grenier, qu'on retrouve une vieille photo, un souvenir. C'est quelque chose qui, nous raffermit dans l'existence, qui nous structure, qui nous aide à vivre. Donc très clairement, moi je lis avec bonheur tous mes collègues. Et tu parlais du nazisme. Moi, je fais pas que ça dans la vie. En l'occurrence, je lis beaucoup de philosophie. Ça fait partie, je pense, de l'élaboration historienne. Je lis beaucoup de mes collègues des autres sciences sociales aussi.
Et en histoire, je suis intéressé par la Grèce, je suis intéressé par Rome, je suis intéressé par les lettres classiques, je suis intéressé par le latin, par le grec. J'aime beaucoup les mathématiques. Je dirige. Je savais pas ça. Chapoutot aime beaucoup les mathématiques. Vous savez quoi, ça me fait plaisir. En tant qu'ancien prof de maths, ça me fait plaisir. Moi, en plus, j'étais un prof de maths où il y avait des gens, des collègues à moi. Au bout d'un an, ils étaient en mode bah, t'es prof de maths, Ribo? Je crois que tu étais prof d'histoire, un gauchiste comme toi. Ou j'étais persuadé que tu étais prof d'histoire. Je vous dis, ça m'est arrivé en fin d'année scolaire. Une collègue qui est en mode genre mais je pensais que tu étais prof d'histoire. Donc de voir un historien du calibre de Chapoutot dire j'adore les mathématiques. Mais parce qu'en vrai intellectuel aime les mathématiques. Après, vrai intellectuel peut avoir été dégoûté des mathématiques dans le cadre scolaire. Ça, c'est absolument évident. Mais vrai intellectuel aime toutes les sciences et aime les mathématiques. Ouais. Vrai mathématicien aime la philosophie, vrai philosophe aime les mathématiques. Normalement, c'est deux matières qui sont cousines. Parce qu'il y a quelque chose d'un rapport à l'abstraction, à la pensée pure quasiment. Vous voyez, voilà. Maths égale souffrance. Mais après, voilà, tous ceux qui n'aiment pas les maths parce que vous avez vécu les maths que à travers votre cursus scolaire, sans voir un peu la beauté qu'il y a derrière la chose mathématique. Les maths, c'est de la pureté. Ouais, mais c'est beau du coup. C'est beau. Un diamant, c'est pur et c'est beau. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu ça, quoi. Les maths, c'est une discipline qui est belle de la même manière qu'un diamant, c'est beau. C'est beau parce que c'est pur. Et c'est pur même dans la manière dont sont faites les chaînes de carbone, quoi. C'est en mode genre, waouh, ce truc a l'air pur. Et il est pur en termes de chimie organique, vous voyez. Et c'est ça qui fait que on trouve ça beau, un diamant. Bah, les maths, c'est un peu pareil. C'est beau parce que c'est parfait, quelque part, les maths. Vous voyez, c'est un système total et parfait, quasiment. J'idéalise un peu le truc, là. Il y a peut-être des mathématiciens qui sont genre, ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que quand on a connu les maths que via le cursus scolaire, on peut ne pas voir la beauté qu'il y a à étudier les mathématiques. Mais justement, les gens qui ont une vie intellectuelle très riche, parce que c'est des universitaires, des intellectuels, probablement qu'ils ont eu l'occasion de percevoir les mathématiques autrement que par le prisme du scolaire. Et justement, ils arrivent à voir cette beauté, quoi. Voilà. Mais normalement, si t'apprécies la philosophie, par exemple, il n'y a aucune raison que tu puisses pas apprécier les mathématiques en soi, à part un genre de trauma scolaire, ce qui est une raison valable en réalité. Voilà. Merci Snifax pour ton prime. Merci beaucoup. Un diamant, c'est pas juste du charbon fancy? Ouais, c'est du charbon fancy. C'est juste du carbone. Donc les carbones, c'est ce qu'il y a à la base des chaînes carbonées, même la vie humaine, la vie c'est basé sur le carbone en réalité. T'as des chaînes de carbone comme ça, et en fait le carbone c'est bien foutu en termes de liaison covalente, parce qu'on peut mettre plein de petits autres atomes dessus, et faire des... Voilà, t'as une chaîne de carbone sur lesquelles on met plein de petits... Les atomes changent en fonction, c'est très mal expliqué quoi. Mais bref, en gros ça fait une structure de base pour faire tout un tas de molécules différentes, le carbone. Et donc du coup, les molécules qu'on a dans notre corps, elles sont... on est une carbon-based life form, comme on dit. Vous voyez, la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Voilà, c'est ça. Exactement. Toutes les vies sur Terre, pas que les humains, oui. Même les plantes, d'ailleurs. Et hashtag je suis carbone, tout à fait. Et justement, c'est uniquement du carbone, le diamant, et pourtant, bah, quand on regarde un diamant, on est en mode genre, wesh. Il y a quelque chose de pur là-dedans, vous voyez. Le truc, t'es en mode genre, oh waouh. C'est transparent, c'est géométrique, c'est beau et pur, vous voyez. Et en fait, cette pureté, moi, je pense que c'est effectivement, quand tu regardes la composition chimique d'un diamant, c'est pur de fou. C'est que du carbone, et en fait, le carbone, il est parfaitement bien aligné, bien quadrillé, et ça donne un diamant, quoi. Voilà. Donc, je sais pas si mon analogie entre les maths et le diamant, elle est très pertinente, mais bon. Voilà, on va faire les intellectuels, donc si je pars dans des élucubrations pseudo-intello, c'est pas grave, c'est très bien. Bref. Oui, c'est pas géométrique de base, c'est un diamant taillé, mais vous voyez ce que je veux dire. On va dire sur la transparence. Oui, c'est taillé, mais c'est taillé d'une manière où qui pareil, il y a ce côté un peu géométrique, pur, élégant, harmonieux, quoi. Voilà, et quand tu regardes la structure chimique d'un diamant, c'est harmonieux de fou et simple en même temps. C'est simple et pur, presque un peu comme les maths. C'est le réseau cristallin le plus compact. Oui, voilà. Bon, bref, voilà. Une thèse d'histoire des mathématiques avec une personne formidable. C'est un mode de vie, un genre de vie qui me permet de me poser, de poser les notions, de poser les concepts, de se calmer, de cartographier, de mettre à distance, d'être moins sensible et perméable à ce que l'actualité peut avoir de nocif ou de corrosif. Typiquement, tu vois, quand j'ai écrit Les Irresponsables, l'été 2024, on était en pleine crise politique et de régime en France, Oui. avec un président. Donc la dissolution de l'Assemblée nationale et législative. Ouais. C'est vrai que étudier l'histoire, ça permet effectivement de apaiser un peu son âme et sortir du tumulte de l'actualité. Ça permet de prendre du recul finalement. Prendre du recul sur les périodes qu'on passe, quoi, sur les périodes qu'on traverse.
prendre du recul et en même temps, ça fournit des clés de compréhension. Donc, c'est trop bien. Trop bien l'histoire. Président qui refuse d'acter le résultat des élections, qui procrastine pendant 2 mois et demi avant de nommer un Premier ministre. Bref, quelque chose de stupéfiant au regard des critères démocratiques. Et travailler sur une période qui me permettait de préciser les notions, de poser les logiques, d'élucider aussi ces logiques-là, m'a énormément aidé. Ça m'a fait beaucoup de bien, au fond, de travailler l'histoire à ce moment-là, pour aussi aiguiser le regard, le mien et ceux de mes auditeurs, de mes lecteurs, de mes étudiantes et étudiants, et pour aussi, tout simplement, créer du sens et partager, expliquer des choses à mes filles. Moi, je fais ça pour ça, d'abord. Et c'est marrant parce que nous autres gauchistes d'Internet qui aiment bien Chapoutot, au moment des législatives, on était en mode genre oh, qu'est-ce que Chapoutot a à dire? Et même nous, quand Chapoutot venait parler, en mode genre alors oui, actually, en 1933 en Allemagne, il faisait des analogies qui sont effrayantes normalement. En mode genre attends, il y a une analogie adressée entre l'accession d'Hitler au pouvoir, Maurice Van Papen, Hindenburg, et puis là, ce qui se passe aujourd'hui avec Macron et Bardella, c'est censé être ultra effrayant, quoi. On est censé être en mode genre oh non, on devrait se dire j'ai pas envie de savoir ça. Et pourtant, il y avait presque une demande de la part des gauchistes sur Internet d'avoir Chapoutot qui nous explique ça. Parce qu'il y avait un côté où c'est un peu flippant, cette analogie, elle fait peur. Mais en même temps, elle nous fournit des clés de compréhension qui sont à même de nous apaiser et de prendre du recul, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça vraiment beau. De toute façon, moi, c'est un truc que j'ai souvent dit dans ma vie, mais il y a longtemps déjà, pas en tant que streamer spécialement. Mais pour moi, un truc qui permet d'accéder au bonheur et à la liberté même, c'est la compréhension du monde. Si jamais t'es éclairé parce que t'as des clés de compréhension du monde, un prisme de lecture qui te permet de comprendre un petit peu le monde dans sa globalité, et du coup les horreurs du monde paraissent un peu moins horribles parce qu'au moins tu les comprends, t'es plus dans l'obscurité. Et je trouve que c'est un peu ça qui permet à la fois d'accéder à une certaine forme de bonheur et plus de liberté intellectuelle et donc de liberté tout court, quoi. Voilà. Ok, Spinoza, il dit ça, Spinoza? S'il dit ça, je suis d'accord avec lui, quoi. Mais moi, je me suis souvent dit ça. Je me suis souvent dit comment on peut être libre. Déjà, en comprenant le monde, je trouve que c'est une belle manière de sentir cette liberté, quoi. Sur ta méthode. La connaissance est le meilleur remède à l'anxiété. Mais alors, après, ça dépend. Sur le temps long. Parce que parfois, tu dis, oh putain. Parfois, je me dis que j'aurais préféré rester dans l'ignorance. Parfois, je me dis que heureux sont les simples d'esprit. Je voulais pas connaître le monde dans toute son horreur comme ça. Mais en fait, non. Je trouve que sur le temps long, le simple fait d'avoir une compréhension de ce qui se passe, ça permet d'être en contrôle finalement et de se sentir plus libre, épanoui, etc., etc. Et moi, quand je repense à mon enfance et à l'enfance, je trouve que c'est un truc quand t'es enfant, t'as pas ça. T'as plein de trucs que tu comprends pas, t'arrives pas. Tu vois des choses, tu ressens quelque chose, ça te met mal, mais t'arrives pas à dire pourquoi. Parce que tu comprends même pas. Parce que tu comprends pas comment fonctionne une société, etc., etc. T'es innocent, t'es un enfant, t'as encore tout à apprendre. Et moi, j'ai des espèces de sentiments, je me souviens quand j'étais petit, de malaise en fait. Presque d'anxiété. Vraiment de malaise, où ce truc me met mal à l'aise. Et j'arrive pas à dire pourquoi. Et à partir du moment où t'arrives à dire pourquoi le truc te met mal à l'aise, il te met déjà beaucoup moins mal à l'aise, quoi. Vous voyez? Donc voilà. Je trouve que la connaissance, c'est absolument essentiel si on veut être un homme libre et un homme heureux, idéalement, quoi. Voilà. Je trouve que quand t'es red pill, t'es plus anxieux et triste en moyenne, mais que t'es mieux armé contre les turbulences. Exactement. Ça permet d'avoir moins de up and down horribles que si t'es pas équipé. Tout à fait. C'est peut-être un peu plus morose, mais au moins t'as pas de grands coups de poignard dans le cœur, quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu écris au fur et à mesure que tu cherches et que tu trouves, ou est-ce que tu passes énormément de temps où cherche l'historien? Est-ce qu'il va dans des bibliothèques? Est-ce qu'il va dans des musées? Est-ce qu'il va sur Twitter? Je crois pas. Hein. Bizarrement, eux, ils vont pas sur Twitter. Hein. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des découvertes incroyables qu'il peut faire sur des textes anciens que personne n'avait vus? Ça arrive. Et est-ce que tu es quelqu'un qui, un peu comme un Truman Capote, incurgite, prend très peu de notes et à un moment donné, tu es tellement habité par le sujet que tu écris? Alors, il faisait ça, Truman Capote? Mais du coup, c'est un truc legit de prendre aucune note? Du coup, tu peux dire, mais non, c'est pas que je suis un nul, c'est que je suis un genre de Truman Capote. Je m'imbibe énormément, j'ai pas besoin de prendre des notes. Après, tout ressort de manière organique. Parce que c'est un peu ma méthode de travail, entre guillemets, sans vouloir me faire mon intello, quoi. Mais j'en parlais avec Charles hier. J'avais montré les notes que j'avais fait pour mon sujet à l'UMA. J'étais en mode genre, waouh, j'ai pris plein de notes aujourd'hui. D'habitude, j'en fais pas du tout. Et elle était en mode, moi j'aurais eu 6 fois plus de notes que ça pour un live à l'UMA. T'es sérieux? J'étais en mode, ah bon? Mais ouais, moi j'ai un peu tendance à faire ça, là. Je m'imbibe et j'attends que ça ressorte naturellement, quoi. Après, bon, je suis pas un intellectuel, je suis un streamer, c'est différent, quoi. Mais bon. Comment tu travailles? La méthode Chapoutot, c'est quoi? Bon, c'est une méthode. Tu faisais des brouillons à l'école? Oui.
Pour le coup, je faisais des brouillons à l'école. Mais je prenais pas de notes et tout. En philo, j'étais bon, je prenais aucune note, je notais pas les cours, mais j'écoutais avec attention. Et par contre, moi, ma technique en philo, je prenais jamais les dissertes, je faisais commentaires de texte, parce que comme parfois je suivais qu'à moitié, j'étais un peu dans la lune, j'écoutais, tu vois, mais j'écoutais un peu ce qui m'intéressait, je prenais ce que j'avais envie de prendre. Il y avait certains trucs, je notais pas trop les cours, j'avais un peu la flemme. Et donc pour les dissertes, parfois j'étais un peu en mode embêté, quoi, parce que j'avais pas forcément les refs en tête, parce que j'avais pas trop révisé. Mais je me disais, mais si t'es chaud en commentaire de texte, t'as pas besoin de réviser, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? T'as juste à bien savoir analyser un texte, pas être couillon dans la restitution de ce que t'en as compris, avoir 2-3 petites refs, mais en plus tu choisis un peu les refs qui te plaisent, quoi. Tu peux dire, bon bah moi je vais commenter ce texte et je vais me référer à Marx. T'as pas besoin de te référer à quelqu'un de précis. Vous voyez, du coup j'étais full commentaire de texte et j'étais bon en commentaire de texte, j'ai eu 16 en philo au bac, figurez-vous. Et donc ma technique, c'est que je faisais un brouillon mais très complet. Et après, j'allais au propre. Mais le brouillon, ce que je faisais, c'est que je prenais pas trop de notes, je faisais pas de schéma ou quoi que ce soit. Je réfléchissais à mon truc et j'étais en mode, ok, je me lance, j'écris mon brouillon d'une traite. Et en fait, mon brouillon, c'est que j'écrivais déjà le commentaire de texte, je faisais un plan vite fait, et après, j'écrivais le commentaire de texte, mais avec mes propres mots, sans mettre les formes. Et donc, j'écrivais vraiment comme si je parlais à un pote, quoi. Et je mettais limite des blagues dedans, etc. Vraiment, j'écrivais comme si je parlais à l'oral de manière totalement naturelle, ce qui me permettait de dérouler mes idées assez facilement. Et après, quand je mettais au propre, je prenais mon brouillon, je le recopiais, mais je le disais pas avec mes propres mots à l'oral, quoi. Et je l'écrivais en mettant les formes. Et du coup, ça marchait trop bien comme technique. Voilà. Exactement pareil, même technique. Ah ouais, j'étais pas le seul à faire ça. Bah, elle est trop bien cette technique. Hein. Salut Jérémy, comment ça va? Moi, je faisais ça avec le dessin en tout cas. Comment ça alors? C'est que tu faisais pas de brouillon? Ça marche pas comme ça pour le dessin. Non, c'est juste que tu consommais énormément d'animation, de dessin, de tout ce qui est graphique, etc. etc. Et après, sans forcément trop réfléchir au truc en amont, juste tu dessinais beaucoup, en essayant un peu, en étant imbibé de tout un tas de choses, et puis au final, ça finit par ressortir et donner ton propre style. C'est ça que tu veux dire? J'avais un pote, il faisait un brouillon, puis un deuxième brouillon qui était quasi sa copie propre, puis sa copie est souvent, il avait pas le temps de finir à cause de ça. Ah bah il faisait une étape de trop. Perso, le brouillon, je le recopiais tel quel, ça me servait juste à pouvoir faire plein de ratures. Ok, ouais, plusieurs techniques. Oui, on fait des brouillons pour le dessin, mais là, c'était pas tout à fait. À la base, on parlait pas des brouillons, quoi. Voilà. Du coup, j'attends la réponse de Jérémy, mais peut-être que on va avancer dans le React. L'historien classique consiste à lire. Non, je veux dire, j'écris d'abord le scénario. Ah oui, ok, d'accord. J'écris d'abord le scénario sans rien dessiner pour me laisser immerger dans l'univers, et d'un coup, je sors les trucs en termes de design. Ok, donc tu commences vraiment sur du texte, quoi. Le scénar, l'histoire, comme si tout ce qui est visuel, ça reste dans ta tête, avec toute la liberté que l'imagination permet, et seulement après, tu commences à mettre le graphique sur le reste, quoi. Ok, d'accord. Après, je me rends pas compte si c'est répandu ou pas de faire comme ça. On fait un film d'animation, typiquement. Exactement, je fixe rien. Ok, d'accord. Après, ça c'est fou. Hein, Là, on parlait pas de processus vraiment créatif, parce que l'histoire, c'est pas de l'art, hein, c'est de la science. Non, personne fait ça, d'accord. Bon, écoute, ça marche bien pour toi. Hein. Et les processus créatifs, je trouve ça incroyable, parce qu'il y a plein de gens, c'est leur technique à eux. Alors, il y a quand même des techniques et des trucs à respecter. Hein. Avoir un processus créatif, si t'as un cadre quand même et un bagage technique et certains trucs, faut pas essayer de tout faire par soi-même et de rien faire comme les autres. Mais après, quand t'es vraiment dans un processus créatif et que tu le fais un peu sérieusement, tout le monde a ses techniques, tu peux pas dire d'où elles sortent. Je sais pas, t'as fait un peu comme ça à l'instinct, pour toi ça marche, et voilà quoi. Et chacun a des différences dans son processus créatif. Je trouve ça vraiment fascinant ce truc-là, je trouve ça assez fascinant. Aux grandes dames de mes producteurs. Ah bah ça. Mais c'est ça aussi d'être un vrai artiste. Le vrai artiste, les producteurs, ils sont en mode genre, je suis un peu embêté, c'est chiant de travailler avec lui, mais il est tellement chaud, bah je vais travailler avec lui quoi. Yes. Allez, on reprend. Énormément d'historiographie, c'est-à-dire lire les collègues et lire des sources. Et pour débusquer des sources, alors on a la chance parfois d'avoir des instituts de recherche qui éditent des sources et qui nous permettent d'avoir accès facilement aux sources primaires. Sources primaires, je sais pas moi, les comptes rendus des conseils des ministres entre 1930 et 1933, qui ont été sténographiés et qui ont été édités. Les autres sources que l'on peut trouver aisément parce qu'elles ont été publiées, ce sont les minutes des débats au Reichstag, c'est également le recueil, le journal officiel allemand, qui permet de suivre concrètement l'actualité des lois, des décrets, etc. Ensuite, tu as d'autres types de sources publiées qui sont les mémoires des acteurs, les journaux intimes qui ont été édités. Et puis ensuite, il faut aller en archive pour faire de la source administrative et compléter la documentation. Donc, en fait, C'est déjà le travail de fou que c'est. Hein. Je sais pas, c'est quelle part du travail historien faire ça. Aller trouver des sources. Non, même pas aller trouver des sources. Aller trouver déjà les sources et surtout aller trouver les infos qui, toi, pourraient te servir dans les sources, quoi. Mais je pense que c'est une grosse partie du travail d'historien. Et ça, c'est une partie qu'on voit pas vraiment, quoi.
Nous, quand Chapoutot, on l'écoute parler du nazisme, parfois il dit si, oui, à tel moment, telle personne que personne connaît, mais lui, il le connaît, du coup, a dit ça, et ça nous permet de savoir que. Mais en vérité, pour établir toute sa pensée et toute son œuvre, ça se fait, c'est la base de ça, en fait. À la base, c'est aller trouver des informations dans des sources. Ça, c'est un travail où tu dois vraiment fouiller dans l'océan, quoi, pour tenter de trouver tes trucs. Ça a l'air colossal. Hein. Et moi, je vais vous reparler de mon pote historien, qui n'est pas vraiment historien, il est prof d'histoire, mais qui est un vrai mordu d'histoire, etc. Et même là encore, il aimerait bien passer la grègue, même ou faire une thèse et des trucs comme ça. Il a encore des velléités à faire des choses en histoire. Il n'est pas juste, bon, je suis prof et basta, quoi. Vous voyez. Et lui, il avait bossé un tout petit peu pendant ses études sur historiciser le mal de Ingrao, du coup, pas de Chapoutot, mais Ingrao, c'est un autre historien spécialiste du nazisme, ultra basé aussi, trop cool, bien aimé de la gauche internet aussi. Et du coup, c'était la réédition de Mein Kampf, etc. Et lui, il a bossé un petit peu dessus. Et en fait, j'étais en mode, ah ouais, t'as bossé sur quoi? Et c'était extrêmement précis. Il était en mode genre, ah bah j'ai retrouvé des chiffres sur la production de camions et de semi-remorques en URSS en 1934. Oui, il y a Nicolas Patin aussi dessus, exactement. Et j'étais en mode, ah ouais, il était en mode genre, oui, oui. Du coup, il y a une note de bas de page, en fait. Quand tu vas, c'est moi qui t'ai trouvé le truc, quoi. Et c'était quelques trucs comme ça, mais c'était extrêmement précis. C'était aller fouiller des documents pour aller trouver une information extrêmement précise dont ils avaient besoin pour que tout soit bien fait, quoi. Donc je pense que ouais, c'est souvent beaucoup ça l'histoire, quoi. Et c'est pas pour rien que l'histoire telle qu'on l'apprend au collège, au lycée, etc. Bah tu fais des études de documents, en mode genre alors ce document historique qui date de telle année, qu'est-ce que vous pouvez en déduire, les enfants? Allez chercher les infos dedans. Je vous donne une source, allez trouver les infos intéressantes dedans, quoi. Bah ouais, parce que c'est beaucoup ça le travail d'historien. Le travail d'historien et d'historien, c'est un travail d'ingurgitation, comme tu le disais, de lecture très intensive et extensive, très longue, avant de pouvoir arriver à une conception de ce qui s'est passé, une conception légitime, qui soit sourcée, comme on dit également dans le journalisme, qui soit étayée par des documents et qui soit présentable au public des pairs, c'est-à-dire des autres chercheurs et chercheuses, et au grand public. Donc c'est un travail énorme, en fait, de lecture, d'exploration, de décantation, avant d'entrer en écriture, et dans le processus d'écriture, de se reconnecter à la source, puisque, évidemment, toute affirmation dans l'exposé historien est sourcée. C'est-à-dire qu'il y a une note. C'est là, tu peux pas faire comme un artiste qui va aller tout prendre, tout emmagasiner jusqu'à ce que ça ressorte sans note, sans lien direct, mais jusqu'à ce que tu régurgites quelque chose un peu organiquement, après avoir emmagasiné plein d'informations. Bah, quand tu es historien, tu peux pas faire ça. Parce que c'est une science et t'es en mode genre, bah, si tu dis quelque chose dans ton texte, t'es obligé de le justifier par la source directement. Donc, c'est beaucoup plus pointilleux comme travail, du coup. Ça, c'est la différence avec les artistes, finalement, quoi. Et c'est marrant de réfléchir aux journalistes dans cette histoire-là. Parce que les journalistes, c'est un peu. T'as des journalistes, ils vont pas chercher de source primaire, entre guillemets, pour faire l'analogie avec l'histoire. Ils vont pas sur le terrain pour faire des enquêtes ou voilà, quoi. Ils regardent un peu ce que disent les autres journaux, en prenant des informations qui ont déjà été sorties par d'autres journalistes, ils en sortent un nouveau truc. Et moi, typiquement, bah, c'est comme ça que je travaille. Je suis pas journaliste, mais maintenant que je travaille avec des journalistes à l'Humanité, je vois qu'il y a un truc en commun quand même entre le métier de streamer et le métier de journaliste. On est un peu des journalistes, nous autres, les streamers politiques. N'en déplaise aux streamers qui aiment pas les journalistes. Bref, peu importe, je vais pas rentrer dans ce débat. Mais ouais, et du coup, il y a des journalistes vraiment qui vont soit sur le terrain, soit aller fouiller des sources, mais des sources qui ne sont pas journalistiques, vous voyez, pour écrire un article et aller créer l'info, entre guillemets, retrouver l'info, et puis en la publiant, créer le moment informationnel qu'il y a autour, on va dire. Et après, tu as d'autres journalistes qui peuvent créer l'info, entre guillemets aussi, mais en se basant eux-mêmes sur déjà un travail de journaliste qui a été fait en amont, vous voyez. Ça, c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser sur le journalisme. Et c'est vrai que de nos jours, je pense que le journalisme, souvent, c'est peut-être plus ça, quoi. Les gens qui vont vraiment sur le terrain ou aller chercher des sources primaires pour créer une nouvelle info, c'est peut-être pas la majeure partie de l'activité journalistique en France, en tout cas dans celle qui est la plus visionnée et la plus lue par les gens, quoi. Je sais pas. Après, t'as l'AFP qui a aussi ce rôle-là. Ils font des dépêches, et à partir des dépêches AFP, tu éditorialises en faisant toi-même ton article, quoi. Bref, intéressant en tout cas cette analogie journalistique histoire, même si là ils la font plus trop, hein, mais des questions à se poser. Ribot, j'étais sur YouTube à regarder la rediff de la bière du FAF. La Kerfave. La première dame interviewée sur France Bleu, c'était ma prof de CM1. Trop bien. Force à elle, je lui fais un bisou la prochaine fois que je la croise. Bah ouais, du coup, ta prof de CM1 est une solide antifa. Ça fait plaisir. Oui, l'AFP éditorialise déjà d'une certaine manière, mais dans l'idée, vous voyez, il y a même ça. Il y a même les agences de dépêche qui sont là pour faire des dépêches pas trop éditorialisées normalement, où c'est court et factuel. Juste, ils sortent une info, et après, les journaux utilisent les dépêches pour eux-mêmes la travailler plus, cette info-là, quoi, et la compléter. Bref.
tout en bas de page qui renvoie au document que tu viens de citer et sur lequel tu te fondes pour énoncer une assertion. Mais toi, tu es historien parce que si, comme tous les historiens, tu es enseignant, donc une grande partie de ta vie est d'enseigner l'histoire, en l'occurrence à la Sorbonne, de diriger des thèses, etc. Et donc ce travail de recherche occupe beaucoup de ton temps, une majorité de ton temps, je ne me trompe pas en disant ça. Et en fait, quand tu recherches ou que tu pars sur une idée, est-ce que tu penses au grand public? Est-ce que tu penses à la pédagogie de ce que tu vas faire? Ou est-ce que seule la recherche te motive et que ça vient dans un deuxième temps? Disons que les questions que je me pose... C'est une bonne question, ça. Est-ce que vraiment il est juste animé uniquement par la déontologie de l'historien, entre guillemets, et puis voilà, il fait son travail d'histoire et après il se dit hey, ça je pourrais en parler et politiser un peu le truc, médiatiser un peu le truc, ou est-ce que directement il pense par la fin en se disant j'aimerais bien parler de ça, donc je vais faire un travail d'histoire sérieux et sourcé pour pouvoir me donner les moyens de parler de ça? C'est une bonne question en vrai. Je pense qu'un historien dirait qu'on ne doit pas prendre les choses par la fin, quoi. Mais je sais pas. Parce que parfois, il y a aussi des gens, des historiens, mais ça c'est vraiment des critiques d'historiens, et c'est des gens qui aiment bien Chapoutot par ailleurs, qui sont en mode à certains égards, Yoann Chapoutot n'agit pas tout le temps comme un historien. Il y a certains des trucs qu'il a fait, c'est plus des essais, c'est un peu ses takes que vraiment un travail d'historien à proprement parler. Je sais que c'est des critiques que j'ai déjà entendues, mais vraiment, si t'es pas historien, tu fais pas ces critiques-là, quoi. Comme les gens qui aiment pas trop, enfin, qui critiquent l'Empire n'a jamais pris fin de pas comme Thielman, et qu'on cette critique de. Alors, actuellement, en tant qu'historien, il y a un truc qui me met mal à l'aise. C'est vraiment, faut être historien pour émettre cette critique. Sans ça t'intéresse pas, quoi. Mais ok, intéressant. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, à un toute histoire est contemporaine, c'est-à-dire que, y compris mes collègues qui font de l'histoire grecque, ils font désormais de l'histoire du genre, ils n'en faisaient pas il y a 30 ans ou 50 ans. Ils ont commencé à faire l'histoire économique de la Grèce dans les années 20. Ils n'en faisaient pas dans les années 1850, par exemple. Donc, il y a des générations historiographiques, il y a des renouvellements historiographiques, puisque, encore une fois, selon le présent que l'on vit, les questions que l'on se pose en tant qu'individu, en tant que citoyen, eh bien, on adresse ces questions, ces questions au passé. Donc, dès lors, les questions que je me pose, moi, sont des questions que j'estime aussi d'intérêt public pour mes étudiantes et étudiants et pour un public plus large. Là, tu vois, les irresponsables, c'était pas du tout prévu. Pour l'Empire n'a jamais pris fin, Thielman lui-même dit qu'il ne fait pas d'histoire, mais d'une version subjective des éléments de l'histoire de France. Bah oui, il dit « Je ne suis pas historien, je suis exégète. Et si vous voulez écrire mon histoire de France vous déplaît, écrivez la vôtre. » Donc c'est totalement assumé. Mais du coup, il y a des gens qui sont des historiens, littéralement, ils disent « Bon, oui, ok, d'accord, il assume, mais du coup, je trouve ça pas bien. C'est bien qu'il assume, mais du coup, j'aime pas l'émission pour cette raison. » Voilà. Alors, moi, j'aime bien L'Empire n'a jamais pris fin. Après, moi, je fais partie des gens, ce que je préfère dans L'Empire n'a jamais pris fin, c'est le fait de voir une longue vidéo de 2 heures, avec pas comme tellement que j'aime bien, de base, sur des sujets super intéressants. L'aspect exégétique, où il tire un fil pour relier ces vidéos les unes avec les autres, en parlant des 100 rois et des machins bidules. Moi, c'est pas, personnellement, c'est pas le truc que je préfère dans L'Empire n'a jamais pris fin. Mais juste avoir des grosses vidéos où il parle de grands moments historiques, avec la qualité qu'il y a derrière. Hein. Bah moi c'est vraiment, je trouve ça bien. On enlèverait presque intégralement la partie exégétique. Limite, j'aimerais autant, quoi. Ou je préférerais, vous voyez. Mais après aussi, on va dire la partie exégétique, où justement, il veut tirer un fil entre différents événements pour en tirer quelque chose qui n'est pas de l'ordre du travail historique. C'est aussi ce qui fait son choix des sujets. Et son choix de quelle manière il va parler des choses. Donc bon, voilà. Quelque part, l'un va peut-être pas sans l'autre, quoi. Voilà. Plan de travail. Moi, c'est ça que je voulais te poser. poser. Certains historiens, ils sont pas tellement fans de l'Empire n'a jamais pris fin. Tout à fait. Comme question, Oui. c'est-à-dire que est-ce que tu démarres, est-ce que c'est d'ailleurs Macron et ce qu'on vit en ce moment qui t'inspire les irresponsables? Bien sûr. Bien sûr, et je ne m'en cache pas, et je le dis dans l'épilogue. Si tu veux, moi j'avais d'autres projets de recherche et d'élaboration intellectuelle en tête, j'avais un autre programme de travail, mais il se trouve que, comme toi, je m'intéresse un peu à l'actualité, même si ce n'est pas ma profession, je suis un citoyen qui essaie d'être un peu éclairé, donc je lis beaucoup la presse, j'écoute Blast aussi, et je me renseigne, et j'observe. Il aurait pu dire abonnez-vous à Blast, soutenez la presse indépendante. On lui demande pas, hein. Chapoutot lui demande pas de faire la petite promo au passage, hein. Moi, quand je bosse avec l'UMA, à chaque fois, ils sont en mode oublie pas de demander des subs, hein. Blast, il demande pas ça à Chapoutot, hein. Bon, ok, d'accord. Okay. J'ai compris. Parce que j'ai pas de page Wikipédia, contrairement à lui, c'est ça. Ouais, c'est bon. Et depuis 2016-2017, alors j'ai pas été précoce, parce que d'autres ont été précoces. Je pense à Pierre Cernat,
historien de la Révolution française et qui forge la catégorie d'extrême-centre Voilà, c'est pour ça. désigner ce qu'il se passe à partir de 2017. Je pense à Emmanuel Todd, qui avait très bien vu dès 2017 la fusion, ce qu'il appelle la fusion macro-lepéniste. En ce qu'il appelle la fusion macro-lepéniste. Hein. C'est un concept que dès 2017, j'ai commencé à faire émerger en tant qu'historien, spécialiste des questions sociales et de la France. Je pense que Emmanuel Macron fusionne petit à petit avec le lepénisme, et personnellement, en tant qu'historien, je suis assez inquiet. Hein. On va faire ta page Ribot, tu vas briller aussi. Bah, allez-y, hein. Moi, c'est mon rêve de toujours, d'avoir une page Wikipédia. Si un jour j'ai une page Wikipédia, je serai en mode, ok, je peux mourir en paix. J'aurais inscrit, justement, on parle d'histoire, j'aurais inscrit très légèrement, mais quand même, voilà, je laisserai quelque chose derrière moi, symboliquement, qui ne disparaîtra pas. Et je m'inscrirai dans un grand tout qui me dépasse, qui était là avant moi, qui sera là après moi, qu'on appelle la vie. Voilà. Donc j'ai vraiment, même d'un point de vue philosophique, premier degré, je suis en mode, si un jour j'ai une page Wikipédia, je peux mourir en paix. C'est peut-être un peu mégalomaniaque que de dire ça, mais c'est vous qui avez commencé à en parler. Ah non, c'est moi qui ai commencé à en parler. Bon, bref, allez-y, hein, s'il y a des wikis, comment on appelle ça, des wikinotes, des wikipompiers. Voilà, en plus, il paraît que c'est aux mains des gauchistes Wikipédia. Donc voilà, hein, s'il y a des éditeurs Wikipédia, allez-y, hein. Avec Il y plaisir. a des Hein. gens qui sont quand même plus rapides que moi et plus sagaces. Moi, Attends, quoi? J'étais à France Info ce matin, derrière la console son pendant le 8h30. J'avais pu couper le mic pendant l'interview de Zemmour qu'on a regardé. Gu Rock'n'Roll, t'es technicien à France Info. T'étais technicien à France Info pendant l'interview de Zemmour qu'on a regardé aujourd'hui. Sérieux? Mais c'est trop marrant ça, putain. Incroyable, mais c'est ça qui est trop bien avec Twitch. C'est ça qui est incroyable avec Twitch, c'est pas le seul truc incroyable. Mais t'es là, il y a un gars qui arrive dans ton chat en mode genre, ah oui, le truc que t'as fait ce matin, bah j'y étais. Excellent, trop bien. Mais offrez un sub à Guy Rock'n'Roll. Offrez-lui un sub. Trop bien. j'ai décanté tout cela. Et Bon allez, bref. Oui, donc Macron le pénis, Emmanuel Todd. Donc il était en train de dire, Chapoutot, je suis pas le seul historien à parler de l'actualité et à mettre un pied dans le monde politique, on va dire. Voilà. D'autres l'ont fait avant moi, comme Emmanuel Todd et Pierre Cernat. Très bien. moi est plus sagace. Moi, j'ai décanté tout cela et au moment du vote de la loi dite immigration en décembre 2023, quand on a vu qu'une fois de plus, on l'a vu à nouveau pour la loi du plomb, l'extrême centre vote avec l'extrême droite. Quasiment toujours, dès qu'il s'agit de détruire les droits sociaux, d'emmerder les femmes, de détruire l'État social, de contingenter l'immigration ou de rendre l'existence des étrangers impossible en France, l'extrême centre vote avec l'extrême droite et réciproquement. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Ah, merci Interdiplo pour le sub offert à Guy Rock'n'Roll. Merci beaucoup. Et merci à toi, Guy Rock'n'Roll, d'être les petites mains de ces chaînes d'infos dont on ne parle jamais. Justement, il y a des gens qui t'envoient genre, mais c'est de droite France Info, et blablabla. Mais dans toutes. En fait, il y a plein de gens qui font des études à un moment donné, dans le son, dans la technique sur plateau, des études de journaliste. Et à un moment donné, ils doivent bien avoir un métier à la fin et tu peux te retrouver à être petite main, technicien, sur le plateau d'une chaîne d'infos en continu, alors que t'es en mode, waouh, c'est droit au slant d'ici. Bah ouais, c'est comme ça. Hein. Mais je veux dire, des gens based et de gauche dans ces lieux-là, à la technique, bah il y en a plein. Et surtout, s'ils arrêtent de bosser, le truc s'écroule, quoi. Voilà. Donc c'est aussi ça qui est horrible, le truc. C'est qu'il y a tout un écosystème de gens ne sais qui pas ce que travaillent c'est dans que le le super journalisme, la profit. télévision, machin bidule, et qui sont des travailleurs, hein, vraiment. Des techniciens, les petites mains, entre guillemets. Et je veux dire, on pense jamais à eux, alors que c'est eux qui font la chaîne autant que les gros éditorialistes de merde, on entend parler que pour eux, quoi. Il y a une forme de lutte des classes, même au sein de ces différents secteurs, quoi. Voilà. Donc force à toi, Guy Rock'n'Roll. J'espère que c'était pas trop pénible de se taper Zemmour, hein. Voilà, parce que moi je le fais. Non, on remarque qu'on a un point commun. Toi aussi, t'as dû te taper 25 minutes d'interview d'Éric Zemmour ce matin, mais c'était pour le boulot. Donc ça va. Bah, moi, pareil, figure-toi. Ça, on le savait. On le voit au Parlement français, on le voit au Parlement européen. Donc, oui, l'extrême centre. Ouais. Tout ce qui est régressif est bon à prendre pour ces gens-là. Mais quand le vote de la loi immigration s'est fait en décembre 23, il y avait quand même un franchissement de seuil, au moins symbolique. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 2017, on avait un candidat qui s'estimait jeune et progressiste, et qui avait fait justement l'immigration un marqueur, comme on dit vulgairement, face à l'extrême droite. Oui. Macron Prime. Hein. Macron Prime. Quant à l'immigration, le président de la République a assumé vouloir regarder le sujet en face. Attendez. Ah non, c'était pas à ce moment-là. Non, j'ai rien dit, c'était en 2019, c'était pas à ce moment-là. Anticipant les critiques de certains dans sa majorité qui s'inquiètent d'un virage droitier, Emmanuel Macron entend placer ce débat sur le plan social, estimant que la gauche a abandonné le sujet pendant des années. Les bourgeois n'ont pas de problème avec l'immigration.
ils ne la croisent pas. Les classes populaires vivent avec. Ah non, discours de droite dur, j'ai rien dit. Je pensais au Macron du début qui se faisait passer pour progressiste, là. Parce qu'à la base, Macron, encore je le dis souvent, mais la promesse macronienne originelle, en 2016-2017, quand il s'est déclaré candidat, c'était en mode, ouais, ok, je suis un gros capitaliste de mort, c'est vrai. Moi, je suis un banquier d'affaires, donc bon, moi, la France, ça sera full libéral. Mais au moins, la France sera adaptée à la modernité capitaliste, premièrement. Et à côté de ça, bah, moi, je suis pas un gros réac. Je suis progressiste. Donc bon, vous aurez un gros capitaliste, mais pas un gros facho. Votez pour moi. Et ça a marché, hein. Ça a très bien marché. Après, c'est qu'il avait une certaine stature pour incarner ce truc politique-là, d'extrême centre, finalement. Et bon, c'est Macron et sa persona de jeune empereur brillant et ambitieux, en réalité. Et vraiment, il a une persona comme ça, Macron, qui lui a aussi permis d'incarner ce bouleversement politique de fusion de centre-gauche et centre-droit, on va dire, de LR et du PS, en un nouveau bloc extrême-centre, quoi. Bref, on va pas refaire toute l'histoire. Mais en tout cas, il avait un discours qui était progressiste avant de se faire élire en 2017, pour se faire élire en 2017. Et vraiment, il y a des trucs, il parlait de l'islam et d'autres trucs, t'étais en mode genre, bon, ça, c'est carré, quoi. Au moins, c'est pas un raciste. Aïe, 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 aïe. Il y a deux leçons à tirer de ça, hein. C'est que, premièrement, les politiciens sont quand même, comment dire, sont le résultat des conditions dans lesquelles ils évoluent. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand t'es président de la République et que t'es pas arrivé pour être de gauche, bah, tu vas pas finir de gauche, hein. Il n'y a pas de secret. Premièrement. Et deuxièmement, les politiciens mentent aussi. Voilà, les politiciens mentent. Ils n'hésitent pas à mentir. On peut tirer ces deux conclusions-là, quoi. Mais oui, Macron qui disait « Ici, je vois des Comoréens, je vois des Algériens, ici, je vois des Tunisiens, ici, je vois des Sénégalais, je vois des Camerounais, mais avant tout, je vois des Français !» Il avait fait ce discours à Marseille quand il était en campagne. C'était vraiment en mode wow. Et bah. Pour qu'au final, il se transforme petit à petit en Adolf Hitler. Super. Hein. Justement, l'immigration a un marqueur, comme on dit vulgairement, face à l'extrême droite. Et là, la fusion, macro-lepéniste. Et voilà, troisième leçon, se méfier de tout ce qui vient d'Amiens. Tout à fait. Ils finissent plus mal que quand ils ont commencé. Hein. Voilà. Que ce soit Ruffin ou Macron. Il y a qui d'autre qui vient d'Amiens qui est un peu base. Il y a Édouard Louis. Édouard Louis, il est cool, ça. Opérer. Et comme je parlais en cours, un petit peu à la volée, tu vois, cette comparaison avec von Papen, avec l'extrême centre de 1932, etc. Oui, tout à fait, Mario le Rouge. Mais en fait, c'est un classique bourgeois un peu progressiste. Quand il est face au risque de déstabilisation du capitalisme, il se fascise. Attends, Mario le Rouge ? C'est pas le Mario de lutte ouvrière, par hasard ? Il y a un mec qui s'appelle Mario qui est connu un peu de lutte ouvrière, parce qu'il est sur Twitter. C'est toi ? On se voit à la fête, ce week-end ? 24, 25 et 26 mai ? Au parc de Presles ? Ah non, pas du tout, ok, c'est un hasard. Je me suis dit que voilà, John Mario Hello, je pensais à lui. De vivre sur mes acquis et sur ma culture générale historique, j'allais faire un travail un peu sérieux, de plonger dans l'historiographie et dans les sources pour faire un travail qui essayait de penser non seulement la séquence 30, 32, 33 en historien, mais aussi... Comment se concentrer quand vous faites des bonnes blagues comme ça ? Il y a un mec qui s'appelle Mario qui est en rouge, mais lui il est plombier. Oui, bah oui, du coup, oui. Bon, allez, bref, assez de parler de Mario, assez parler de. Alors, on se concentre. Allez, on se concentre. Je vous dis ça comme si j'étais prof, vraiment. Là, et dans les sources pour faire un travail qui essayait de penser non seulement la séquence 30, 32, 33 en historien, mais aussi dans l'épilogue, prendre un petit peu de hauteur en essayant de fonder épistémologiquement la comparaison en histoire, le raisonnement par analogie, ce que d'autres ont fait très bien avant moi, pour montrer que l'histoire n'était pas de l'art pour l'art, mais que, encore une fois, c'était un outil diablement efficace et rassérénant, je trouve, pour aiguiser notre regard et notre sagacité. Et paru un peu avant les ouais, c'est ce que je disais au début. Hein. Si on veut être un militant solide et comprendre le monde qui nous entoure, faut s'intéresser à l'histoire, sans ça c'est mort. Responsable le monde nazi, Oui. ouvrage avec deux de tes collègues, Ingrao et On en parlait. Patin, où donc j'ai pas lu, c'est un gros pavé, mais j'ai lu beaucoup de. Ça prend énormément de temps, y compris pour le lecteur. Ça fait quoi, 800 pages ou 640. Ouais, 600. Et je me suis dit qu'après, quand j'ai vu que tu as écrit Les Irresponsables, je me suis dit alors peut-être une question un peu naïve ou je sais pas comment tu vas la prendre, mais je me suis dit finalement quand tu lis le monde nazi,
nazis, et les irresponsables, en fait, ça vient naturellement après. Et en fait, l'idée forte du livre, c'est cette idée d'irresponsabilité qui a mis Hitler au pouvoir. Tu vas dans le milieu médiatique, économique, etc. Mais en fait, toute la recherche, tout ton savoir était préexistant. Alors, oui, ou parce pas. que de fait, Où tu as redécouvert des choses en le faisant. Bien sûr, parce que quand j'ai rédigé, on s'est réparti les chapitres avec Christian Ingrao. Et Mais vous Nicolas êtes Pat- tous perturbés par le plan miroir. Vous voulez que je le cache? Vous voulez que je mette un petit cache? C'est ça? Je vais mettre un petit cache. Et parmi les chapitres que j'ai choisis, il y a le chapitre d'arrivée des nazis au pouvoir, Bougez pas. et de la logique politique de leur installation au pouvoir, qui n'a rien d'inéluctable parce qu'ils étaient en perdition, qui n'a rien de démocratique puisqu'ils n'ont jamais gagné d'élection, ils n'ont jamais été élus, etc., etc. Ils ont vraiment été installés au pouvoir. Et quand je me suis mis au travail pour les irresponsables, et évidemment, j'ai précisé énormément de choses, et heureusement, parce que j'avais fait un travail général, j'avais fait cette culture historique générale, bien sûr, mais ensuite, quand tu fais un travail d'immersion dans les sources, encore une fois, c'est des tombereaux entiers de sources. Hein, ça prend des mois, c'est des lectures très intenses. Ah, par exemple c'est un énorme travail. Et par ailleurs, j'ai lu des collègues que je n'avais jamais lus, j'ai lu des travaux que je n'avais jamais lus, des articles scientifiques que je n'avais jamais lus. Et forcément, j'ai approfondi beaucoup de choses. Alors, c'est intéressant parce que est-ce que Hugenberg, donc ce patron de presse, patron de l'UFA, est-ce que, avant de commencer ta recherche, il avait l'importance qu'il a aujourd'hui dans ton livre? Oui, parce que moi, j'en avais pas entendu parler. Enfin, si, c'est Olivier Manoni qui m'en avait parlé, et je te l'avais dit. Non, j'arrête, c'est encore pire, effectivement. C'est encore pire. Hop là. Je supprime carlolif ou un PNG. Allez, on reprend. Et à l'époque, dans mes éditos, je parlais de Bolloré, etc. Et c'est vrai que quand tu es journaliste, c'est saisissant de voir la manière dont Bolloré se terrain maintenant aujourd'hui, donc deux milliardaires d'extrême droite, mettent en place des partis politiques, des rapprochements, RN, Retailleau, etc. Et c'est sûr que quand tu repenses à Hugenberg, il fait la même chose avec von Papen et Hitler et les nazis, quoi. Et ça, quand cette répétition de l'histoire à 70 ans d'écart, enfin, est saisissante, quoi. Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que les libéraux, là, actuels, enfin les libéraux, quand je dis ça, c'est des espèces de libertariens complètement débiles, quoi. Ils sont en mode genre, vous dites que je suis d'extrême droite, mais le libéralisme est par essence opposé au fascisme. Car le fascisme, c'est antilibéral, l'État est hyper important dans le fascisme. Donc vous pouvez pas dire que les libéraux, on est plus antifascistes que les antifascistes, en fait. Nous sommes l'antifascisme. Car la liberté d'entreprendre, c'est la liberté. Et dans le fascisme, il n'y a pas de liberté. J'ai d'être ça. Voilà, ils disent vraiment ça. Ouais, Sardoche, il avait dit ça très précisément. Mais il sort pas ça de son cul, hein. C'est pas le premier débile à dire ça en se croyant pertinent, hein. Encore une fois, si tu étudies un tout petit peu l'histoire du fascisme et du nazisme, etc., tu vois que c'est vraiment faux de fou, quoi. Et que les bourgeoisies nationales ont systématiquement soutenu leur régime fasciste parce qu'ils savaient très bien que l'ordre social ne serait pas remis en cause et que leurs bénéfices pourraient continuer à se faire, quoi. C'était le cas dans l'Italie Mussolini et dans l'Allemagne d'Hitler. Voilà. Mais c'est comme Zemmour tout à l'heure qui disait Bolloré est un catholique traditionnaliste. Il est donc à l'opposé du fascisme. Bon, bah, on a été voir sa page Wikipédia. Religion et fascisme. On a eu à peu près 7 ou 8 exemples de régimes fascistes qui sont installés main dans la main avec l'église catholique locale, quoi. Donc, bon. Bon. Voilà. Ils ont cette voix-là? Qui ça? Les libéraux? Oui, ils ont cette voix-là, généralement, les libéraux. Ouais. Pétition à l'identique, non. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais de fait, c'est parce que les milieux financiers, plutôt Blum plutôt Hitler que Blum, oui. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Plutôt Hitler que Blum. Il y a une phrase qui m'a traumatisé, je la ressors souvent, enfin je la remixe parfois. C'est Louis-Ferdinand Céline, donc cet auteur de pamphlets antisémites absolument horribles pendant l'occupation, etc., etc. Il a écrit une phrase, c'est peut-être dans Bagatelle pour un massacre, dans son chef-d'œuvre de l'antisémitisme, entre guillemets, qui est vraiment. C'est de l'antisémitisme frénétique, qui est complètement zinzin, quoi. Et dedans, il dit « Je préfère 100 Hitler à un seul Léon Blum ». Donc on dit souvent plutôt Hitler que le Front Populaire. Moi, je trouve que la phrase, qui est vraiment écrite noir sur blanc par Céline, « Je préfère 100 Hitler à un seul Léon Blum », je la trouve waouh. Tu lis la phrase, c'est genre « Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. » Moi, parfois, j'aime bien redire « Je préfère 100 machins à un seul bidule ». Voilà. Et c'est une ref à Céline, du coup, bon... Heureusement que personne là, celle-là, parce qu'elle est un peu shady, quoi. Se réitérer de manière caricaturale au moment de l'élection de Donald Trump. Quand même, on a affaire à quelqu'un qui est un imbécile brutal. Tu préfères 100 Sardoche ou 10 Céline? Oula,
Je préfère Sardoche à lui Ferdinand Céline quand même. Faut pas déconner. Non, ouais, doser un peu. Bon bref, c'est quoi ce débat de merde? Allez, on reprend. Le corrompu, criminel au dernier degré, hein, c'est quand même Sûr, un monument d'infamie, c'est bon, une forme d'incarnation du mal, ce type-là. Et on a vu se précipiter pour des génuflexions, des proskynées, des mamours, des déclarations d'allégeance, tout le capitalisme mondial. J'arrive plus à me concentrer. qui, au On est en fond- fin de live, vous me faites trop rire. Sans Hitler versus Hongrie. Comment vous voulez vous concentrer? Comment vous voulez vous concentrer dans ces conditions? Ça va pas, allez. On se contrefiche de Mais cacher le savoir chat, qu'on a quoi. affaire Faut à un regarder. type d'extrême droite, suprémaciste, antidémocrate, mais qui veut C'est des la caméra contrats. que je cache là. Et c'est la logique de l'argent qui prime. Et dans les années 30, c'est ainsi que ça s'est passé. Et dans les années 30 et dans les années 40, parce qu'il me semble que l'Allemagne nazie n'a pas manqué de collaborateurs économiques jusqu'en 1945. Hein. Et là, pour revenir à Hugenberg, comment tu savais qu'il existait déjà avant? Enfin, il était prêt. Moi, je connais. Tu tapes son nom, c'est vrai que maintenant tu retrouves des choses, mais c'est en lisant ton livre Je que ne sais pas ce que c'est que super. ça a fait tilt. Merci Yann Slash pour ton 12e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Quand tu fais un petit peu d'histoire politique allemande, sur sources allemandes ou sur travaux ou manuels allemands, tu connais Hugenberg, ça fait partie de la culture historique générale pour la période, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'Allemagne. Donc je connaissais effectivement le phénomène. Mais là, bien entendu, dans le cadre du livre, j'ai lu des sources que je n'aurais pas lues sinon. J'ai lu le livre publié en 1928 sur le Konzern Hugenberg, publié par un de ses amis qui est professeur de sciences politiques à Berlin. J'ai vu ça après. Voilà. Moi, pareil, je me suis renseigné beaucoup après, parce que j'étais saisi par la ressemblance avec Bolloré, quoi. Ah oui, non, mais les gens te disent explicitement ce qu'ils font, pourquoi ils le font, quelles sont les méthodes pour imposer un agenda médiatique. J'ai pas cette ref là, du Bardella de l'époque nazie. Ça, pourquoi j'ai pas la ref? J'ai peut-être pas assez travaillé mon chapoutot. C'est quoi cette histoire? Expliquez-moi avec des mots simples. Et des mots en allemand si possible. Le bénéfice Hugenberg, c'est quoi? C'était le Bardella de l'époque? Pourquoi Bardella précisément? Qu'est-ce qui le rendait bardellesque? de la répétition et du martèlement. Ah non, le Bolloré de sans, l'époque. Mensonges répétés font une vérité. Enfin bref, Il a pas dit le Bardella? C'est moi qui ai mal entendu? Le Bolloré de l'époque. Il a pas dit Bardella? C'est Denis Robert ou c'est moi qui me suis trompé? Parce que le Bolloré de l'époque, ok, ça j'ai. Attendez. culture historique générale pour la période. J'ai rêvé, quelqu'un pardon. qui Je suis plus s'intéresse concentré. à l'Allemagne, donc je connaissais effectivement le phénomène. Mais là, bien entendu, dans le cadre du livre, j'ai lu des sources que je n'aurais pas lues sinon. J'ai lu le livre publié en 1928 sur le Konzern Hugenberg, publié par un de ses amis qui est professeur de sciences politiques à Berlin. J'ai vu ça après. Voilà. Moi, pareil, je me suis renseigné beaucoup après, parce que j'étais saisi par la ressemblance avec Bolloré, quoi. Ah non, il a dit Bolloré. C'est que je lis Bardella dans le chat en même temps. Autant pour moi, je vous fais perdre du temps. Allez, on continue. Le bénéfice de la répétition et du martèlement, sans mensonges répétés font une vérité. Enfin bref, ils le disent ouvertement et de manière cynique et méthodologique. Hein. Et là, il y a dans la manière dont la presse, tait tout cela. Enfin, je veux dire, c'est aussi assez saisissant. Enfin, pour moi qui suis, quand je fais Blast, c'est aussi pour on va dire lutter contre cet oubli et essayer de mettre c'est un combat quoi qui est mené. Et tu sers, enfin, les irresponsables et ton travail, et pas que le tien, Ingrao, enfin tous ceux que tu as cités, est absolument nécessaire. Plus que jamais, les historiens, puisqu'on est sur H comme histoire, deviennent c'est comme un dernier rempart. Hein. Il y a les juges, il y a les historiens, à ce qui semble advenir et ce qu'on est en train de voir d'une manière criante. Et est-ce qu'on est les seuls à le voir? Je dirais que c'est pas que les historiens, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le monde universitaire, le monde de la culture, qui quand même parfois résiste un peu mieux aux fascistes que certains autres milieux. Je sais pas, mais je dirais que les universitaires, de manière générale, normalement, le milieu universitaire est censé être un lieu de résistance potentielle aux idées fascistes, quoi. Sur le papier. C'est pas uniquement les historiens. Mais peut-être que les historiens en particulier, parce que les historiens nous permettent d'avoir des clés de compréhension du fascisme directement, quoi. Mais ouais, il y a des choses comme ça qui... Il y a des contre-pouvoirs traditionnels, on va dire, dans un modèle démocratique, républicain, standard, machin bidule. Donc, les médias sont censés être un contre-pouvoir. Voilà, pour pas que juste ce soit le gouvernement et ceux qui nous gouvernent qui disent la vérité et basta. Il faut des fouilles mères pour aller leur mettre leur nez dans leur caca et pouvoir exprimer d'autres points de vue, enquêter, etc. Donc vraiment une presse libre, c'est censé être un contre-pouvoir dans une démocratie, etc. etc. La justice, la séparation des pouvoirs avec la justice qui est un contre-pouvoir institutionnalisé, celui-là. Ce genre de choses.
Mais donc, du coup, les milieux universitaires, et l'histoire en particulier, peuvent être une forme de contre-pouvoir, en particulier en phase de fascisation. Et là où les médias, ce qu'on va appeler les médias de manière générale, sont censés être un contre-pouvoir en période de fascisation, les médias dominants, les médias mainstream, les médias aux mains de ces fameux milliardaires à la Bolloré dont on parle, et ben eux, non. Ils perdent leur rôle de contre-pouvoir pour parfois devenir directement des supplétifs du fascisme qui est en train de venir, quoi. Et donc là, il y a besoin d'autres contre-pouvoirs médiatiques. Et donc, c'est les médias indépendants, finalement, tout simplement. Donc, en conclusion, je dirais, n'hésitez pas à sub à la chaîne, car je suis moi-même un média indépendant. Je perds pas le nord, hein, je perds pas le nord. Mais sinon, abonnez-vous à Blast, voilà. Ils font quand même des entretiens banger. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que l'histoire, outre la dilection... Oui et non, le cas de l'Allemagne a bien montré la montée du nazisme dans le monde universitaire. C'est vrai. Mais je pensais au monde de la culture aussi. Mais après, ça dépend. Après aussi, le fascisme peut tout emporter sur son passage. Hein. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, effectivement. Les universitaires sont aussi les premiers à être attaqués. Regarde Trump et ses attaques contre Harvard, Columbia, etc. etc. Ouais. Je suis très mesuré sur le monde universitaire qui est devenu hyper violent. Bon, j'ai peut-être des fantasmes un peu sur le monde universitaire. Mais là, ça parlait de l'histoire, c'est pas le monde universitaire dans sa totalité, quoi. Mais voilà. Les vrais intellectuels, les vrais universitaires avec un grand U, normalement, ils sont censés être un contre-pied, quoi, à la fascisation. Normalement. L'affection, la tendresse que je peux avoir pour cette discipline, pour cette activité intellectuelle, ce mode de vie, cet être au monde en fait, hein, c'est beaucoup plus large qu'une profession. Hein. Outre cela, je trouve que c'est de salubrité publique, mais d'un point de vue civique et politique. Là, on le voit ces derniers jours avec les injonctions, les instructions de la Maison-Blanche pour modifier le récit de l'histoire américaine au mépris de tous les acquis de la recherche historique. Évidemment, le mensonge politique systématique et la transformation de la réalité passe, on le sait évidemment, Orwell en a très bien parlé, par une réécriture permanente de l'histoire selon les principes du mensonge. Des historiens sont intervenus en France, Ali Aglan, Nicolas Offenstadt, Laurent Joly, dans le débat public. Contre les aberrations, les bêtises apologétiques débitées par un Zemmour, mais aussi un Macron, qui se retrouvait quand même dans une forme de tendresse un peu curieuse pour Charles Maurras et Philippe Pétain. Hein. Je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Il y a deux Pétain. Le premier Pétain était un grand homme. On ne pourrait pas dire le contraire. Est-ce qu'il n'a pas gagné à Verdun? Si, non? Bah voilà, allez. J'ai raison et tu as tort. C'est bon, on n'a plus le droit de célébrer les grands maréchaux de la Première Guerre, juste parce que c'était des nazis. Ça va 5 minutes. Et le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. Et là, est-ce que depuis la sortie du livre, est-ce que des députés macroniens ou est-ce que des gens qui font partie des gens qui sont au pouvoir en ce moment, la honte, hein. Est-ce que tu as des retours de gens qui disent quand même, en vous lisant, ça m'a un peu fait bouger, quoi. J'ai reçu un courrier de cet ordre-là, un député de l'ex-majorité, macroniste de choc de la première heure, et qui le reste plus ou moins, qui m'a écrit. C'est qui C'était Sacha Houlier. C'est pour ça qu'il est parti. Vous avez dit. Non, je rigole. Me dire effectivement ce qu'il pensait du livre est plutôt en bien. Il y a aussi des personnalités comme Jacques Attali qui ont été partie prenante de l'aventure macroniste au début, qui ont estimé que c'était un livre important. Allez, vous avez pas dit avec Onibaku là? Ça fait pas un an qu'on est en mode genre Jacques Attali avec nous, Attali avec nous. Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Vous nous croyez pas, parce que vous êtes des antisémites de merde, voilà la vérité, on n'avait pas raison depuis le début, faut que ça soit Chapoutot qui dise du bien pour que vous commencez à nous croire. Onibaku, vous le croyez pas, vous croyez Yohan Chapoutot, c'est parce qu'il est arabe, c'est ça? Ouais, super. Dans le paysage médiatique, on sait qu'il y a des sensibilités. Attends, mais je crois que c'est vrai, Ribo, c'est vraiment Sacha Houlier? Premier degré? Mais comment tu sais? T'es sorti d'où l'info? T'es en contact avec Sacha? Moi j'appelle pas son prénom. C'est quoi l'histoire avec Attali? On aime bien dire du bien de Jacques Attali avec Onibaku. Onibaku est fan de Jacques Attali. Et moi, il y a des côtés que j'aime un peu bien chez Jacques Attali. Et du coup, parfois, on avait fait un stream en mode genre, on va vérifier si Jacques Attali est basé. Et du coup, on l'a défendu, mais parfois avec un peu de mauvaise foi. C'est semi-humoristique, mais il y a vraiment, bon, bref, je vais pas refaire toute l'histoire. Mais c'est un running gag un peu sur cette chaîne de parler de Jacques Attali. Et c'est surtout Onibaku, donc mon fidèle bras droit qui est aussi un peu. Il a deux figures tutélaires, Onibaku, c'est Xi Jinping et Jacques Attali, quoi. Voilà, bon, bref. Mais du coup, voilà, on l'a pas sucé à tort. On l'a pas sucé à tort. J'essaie de retrouver où j'ai lu ça. Et si tu retrouves Elias, trop bien. Mais alors, si c'est vraiment Sacha Houlier, incroyable. Hein. J'avais raison sur Sacha Houlier. Onibaku avait raison sur Jacques Attali. Voilà. Staline aussi en figure tutélaire? Bon, là-dessus, je le suis un peu moins. Bref. Merci, fête de Hello, 23, 24, 25 mai.
Tiens, pour le sub offert à Nathalie Arthaud en personne. C'est vrai que le 23, 24 et 25 mai, elle a fête de l'Ouvrière à Presles. J'y serai le dimanche. J'y serai peut-être pas le samedi. Je pense pas que j'y serai le samedi. J'y serai peut-être le lundi, mais c'est pas sûr. En tout cas, sûr, j'y serai le dimanche. Voilà. Donc, venez nombreux, c'est trop bien. Politique et certaines personnes qui étaient... Attendez, quand même, avant de repasser à la suite. Je le dis avec un air un peu solennel. Onibaku vient de dire dans le chat « Je suis pas un stal, en vrai ». Voilà. Donc je rétablis un peu la vérité, c'est un peu pour la blague. C'est un peu un tanky, mais c'est pas un stalinien. C'est pas vrai. Quand même. Voilà. Pas que l'humour dépasse la réalité. À l'aventure managériale d'En Marche m'ont réinvité, ont voulu discuter avec moi parce que de fait, oui, je veux dire, depuis l'obstination stupide d'imposer la réforme des retraites contre 90% de la population jusqu'à la dissolution au non-respect du résultat des élections, en passant par les compromissions avec l'anti-science, la loi du plomb. Et une forme de sympathie pour ce qui se passait aux États-Unis, les États-Unis étant marqués par une résurgence quand même du fascisme, voire du nazisme, bras tendus compris. Beaucoup de gens ont quand même été ébranlés ces derniers mois, entre au moins le printemps 2024, l'imposition par 49.3 de la réforme des retraites, jusqu'au... C'est en 2000. C'est moi qui comprends rien à ce qu'il dit ou il s'est trompé dans la date ? Par 49.3 de la au moins le printemps 2024. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Ah non, ok, donc printemps 2024, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et la réforme de la retraite qui est passée par 49.3 contre l'intégralité du pays et même ils ont frôlé la censure, etc. C'était en 2023. C'était hiver, printemps 2023. Ok. Merci, fête de Hello 23, 24 et 25 mai pour le sub offert à Psycho Kwakubé. Merci beaucoup. Hein. Si tu veux que je continue à faire la promo, tu sais ce qu'il te reste à faire. 49.3 de la réforme des retraites. Psycho Kwakubé que j'ai croisé en manif, il était avec fête de Hello 23, 24 et 25 mai, les pseudos. Et Psycho Kwakubé ressemble à Onibaku, ils ont vraiment le même genre de tête. Et je l'ai vu, j'étais en mode... Après, il y a Germaine qui est arrivée, je lui ai dit, elle ressemble pas grave à Onibaku. Elle est en mode, bah si, elle ressemble grave à Onibaku, ils ont vraiment le même genre de tête. Voilà. Le même regard malicieux. Jusqu'au bras tendu d'Elon Musk, ça a effectivement eu tendance à ne pas trop contredire ce que des gens comme moi pouvaient dire, plutôt le confirmer, hélas, et ça a eu tendance à les ébranler. Écoute, ma dernière question, c'est ce que tu fais en ce moment. Tes recherches vont sur l'année 33. Est-ce que le nazisme est... Voilà, allez voir Malfrat de Hello, je l'appelle avec son ancien pseudo, à la guinguette pour récupérer des bières. Si jamais il sera à la guinguette, il pourra vous servir des bières. Vous pouvez pas le louper, il a une grosse barbe. Voilà. Est une matière inépuisable. Alors ça oui, évidemment, parce que c'est un tel déchaînement de violence, avec une telle intensité, une telle extension, qu'on n'a pas fini d'explorer ce phénomène qui interroge l'humanité même de l'homme. J'ai cette phrase très belle de Myriam Revaud-Dallon, la philosophe, qui parle de ce que l'homme fait à l'homme. Là, comment est-ce que l'homme a pu faire cela à l'homme, Donc c'est une question fondamentale, anthropologique, ontologique, qu'on ne cesse de se poser pour en interroger les déterminants. Et là, de manière plus superficielle par rapport à cette question lourde que je viens de citer, dans la suite des Irresponsables, les Irresponsables s'arrêtent le 30 janvier 1933, au moment où Papen triomphe, puisque les libéraux autoritaires ont réussi à faire leur gouvernement de coalition droite-extrême droite, c'est formidable. Et au fond, cette question... On dirait Bernard Lugan, ce mec-là, comment ça se fait ? Il est vraiment nazi-codette, Bernard Lugan. Regardez, on dirait Bernard Lugan, genre, pour ceux qui connaissent. Cet historien, alors lui, pour le coup, il est pas très... Il est nul à chier, Il a une dégaine vraiment une dégaine de colon, quoi. On dirait le père de Elisa de la Jungle, mais version nazie, quoi. Horrible. Ils ont vraiment la même tête. Tête de nazi, finalement. Là, ce travail-là épousait mon questionnement de citoyen qui était comment rendre compte, comment élucider ce glissement sans fin de l'extrême centre vers l'extrême droite. Lugan, je dis quoi ? Lugan, comme gant ? Lugan ? Oh, j'en sais rien, je m'en bats les couilles. Tiens, je vais faire exprès d'écorcher son nom de famille à ce bâtard. Fallait pas être un gros connard comme ça. Il y a pas longtemps, là, j'ai vu un extrait, on lui demande à partir de quel moment ça a merdé la France ? Il a dit oh, c'est à cause de Hugues Capet, tout ça. Voilà, on aurait dû rejoindre le Saint-Empire germanique. C'était un beau gros empire avec des grosses couilles, là. Tout ça, c'est la faute à Hugues Capet. Il est complètement starbé, genre vraiment, c'est un bouffon. En plus, il a décidé d'être juste trollesque et dire n'importe quoi.
Il est vraiment en mode genre, retour à la féodalité, parce qu'à l'époque, c'est celui qui avait les plus grosses couilles. Il parle beaucoup de couilles, et je n'exagère pas, il dit les couilles. Il dit, à l'époque, c'est celui qui avait les plus grosses couilles, il ralliait tout le monde avec sa grosse paire de couilles, et quand même, le monde est un peu plus de classe que maintenant, hein. C'est pas vrai, les tapettes. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Et le mec est censé être historien, il était enseignant-chercheur à Lyon 3, ou je sais pas quoi, là. Une merde, ce gars-là, quoi. Mais attends, je vous montre si vous connaissez pas Bernard Lugan. C'est le Guillaume Casbarian de l'histoire. Voilà. C'est le Guillaume Casbarian des historiens. Je vous laisse trouver pourquoi. Il a cette tête-là. Il y a une photo de lui dans son salon, parce qu'à la base, il est africaniste ou je sais pas quoi. Il y a une photo de lui dans son salon avec son décor de... Je l'ai pas inventé, ça, non? Photo de lui dans son salon avec des espèces de statues africaines ou je sais pas quoi. J'ai inventé ça? Ouais, voilà, c'est à ça que je pensais. Théma quand même, genre vraiment la dégaine de colon, c'est hallucinant quoi. Vraiment, hein, il avait tu le mets 100 ans en arrière, t'es en mode genre ah oui d'accord, il se fait transporter quoi, comme ça sur un petit truc par des esclaves noirs en allant faire un safari quoi. Le colon de base, vraiment le skin colon de base quoi, il y a pas besoin de le débloquer celui-là. Aïe 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 aïe. Et légèrement cliché le monsieur, hein. Oui. Voilà. Ruffin aurait rêvé d'avoir ce flow mais hélas. Bon bref, j'arrête avec ça. Bernard Lugan. Ouais. Rendre compte comment élucider ce glissement sans fin de l'extrême centre vers l'extrême droite. Donc ça, ce travail est fait. Et de fait, il correspondait à une attente, à ce qu'on appelle une demande sociale, puisque de fait, le livre a été bien reçu, a eu un écho. Les rencontres que j'ai pu faire en librairie s'échelonnaient de 120 à 300 personnes. J'ai vu qu'il y avait une demande d'élucidation historienne. Alors je suis désolé, l'entretien est bien, hein, mais je suis un peu déçu. Je pensais qu'il allait parler d'histoire et de qu'est-ce que c'est que le métier d'historien, etc., etc. Et au final, pendant la moitié de l'entretien, ça parle encore des irresponsables et des analogies entre Bardella, Macron, et puis Hindenburg, Hitler, et de dire oh là là, on revit pas encore dans les années 30. Et moi, j'adore quand Chapoutot parle comme ça. Et s'il a autant d'écho aujourd'hui, c'est justement parce qu'il explique toutes ces choses-là. Mais moi, ça fait 2 ans que j'entends parler de ça, quoi. Vous voyez, je pensais que ça allait parler vraiment d'histoire, de manière un peu plus dézoomée, un peu plus large. Et là, au final, bon, je suis en mode ok, bon, bah, on connaît, j'ai entendu plein de fois parler de ça. Mais ouais. Oui, c'est un abécédaire. Après, c'est plein d'entretiens super longs. Allez voir ça, hein, c'est super. Mais là-dessus, sur la lettre H, je pensais pas que ça allait être tout à fait ça. Le début de l'entretien, ça parlait justement de son rapport à l'histoire, qu'est-ce que c'est le métier d'historien, etc., etc. Et là, on retombe plus sur du Chapoutot assez classique finalement. Classique, ça veut pas dire mauvais, hein. Mais c'est juste que bon, je connais bien. Et qui érigeait l'histoire en une forme de service public. Et je trouve ça très bien, et je fais le travail, je m'y prête. Et la question suivante, c'est, avec le regard sur les États-Unis depuis janvier 2025, qu'est-ce que c'est qu'un processus de fascisation de l'État, de la société? Comment un État-nation est saisi par le fascisme ou le nazisme? Comment ça se passe? Par quel dispositif? Par quelle procédure? Par quel processus? Et à partir de quel moment on peut acter le moment de bascule? Dire là, ça y est, c'est terminé, ils ont basculé dans le fascisme. Donc, effectivement, c'est des questions qu'on se pose en tant que téléspectateur, auditeur, lecteur de presse tous les jours avec les États-Unis. Et c'est une question que l'on peut commencer à se poser pour des pays européens, y compris pour la France. Donc, je vais continuer cette exploration-là. Toute histoire est contemporaine. Je vais continuer d'adresser mes questions au passé en voyant, avec le laboratoire et l'observatoire de l'Allemagne de cette époque, comment ça se passe et comment qualifier les processus et spécifier les moments. Voilà. Bah trop cool. Vas-y, hein. On t'attend au tournant, hein, Chapoutot. Hein. Il y a des milliers de gauchistes sur Internet qui attendent que ça. Hein. Continue. Explique-nous tout. À quel point on vit le fascisme. On adore. Après, moi, j'ai une très légère frustration avec Chapoutot, comme je disais, mais c'est ce que je viens de dire. C'est que j'aime tellement le gars, je pourrais l'écouter parler pendant des heures. Et moi, du coup, j'aimerais aussi l'entendre parler d'autre chose que de nazisme. Parce que c'est ce qu'il disait au début, je m'intéresse beaucoup à la Grèce, à Rome et tout. Un podcast de 2 heures avec Chapoutot qui nous parle de la Grèce antique. Ah oui, je signe directement. Directement. Attends, Attends, il y a des bloopers. C'est le bêtisier. Johan Chapoutot, merci beaucoup. C'est comment le bêtisier avec Chapoutot? Genre, il prononce mal Hitler, il dit Hitler, et après ils font il y a un petit mip. Non? Des blagues sur les nazis? Denis Robert. C'était très. On a été plus long que prévu sur cet abécédaire, me semble-t-il, mais en même temps, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gras, quoi. On va le garder, et je pense qu'il va sortir avant ton prochain livre, et j'invite vraiment j'espère que les gens
vont adhérer et vont. En plus, on est un service, nous, public d'information, donc c'est un accès libre et gratuit. Et je trouve que moi, je suis en tout cas ravi enfin, ravi, c'est pas le bon mot, mais je pense que on a fait le travail, quoi. Maintenant, On a fait le travail. Et d'ailleurs, j'ai dit merci Denis Robert. Je devrais dire merci Denis Robert et Nina Robert à la caméra et au clap, puisque rien n'aurait été possible sans elles. Et quand on parle d'histoire, on parle aussi de filiation, on parle aussi de génération, on parle aussi. To talk about meaning, a community of meaning. There appears to be a perfectly J'ai regardé comme ça sinon, non, je sais pas pourquoi je fais ça dans ce coup. De vivre Je me dis, attends, il y a avec 2 audios, pourquoi? les miennes, et c'est ça aussi l'histoire qui se fait, c'est l'amitié, c'est le sens, c'est l'intelligence partagée. Et de ce point de vue-là, on a passé, c'est pas fini, quelques belles journées de communauté de sens. Donc merci Nina, merci Denis. Mais merci à toi. Voilà, au revoir tout le monde. Et pas bien anglais, hein. Merci Denis, merci Johan, merci Nina, merci tout le monde, merci Blas. Abonnez-vous, tout ça là. Vous avez cliqué sur ce bouton? Vous avez donné de l'argent là? Devenez sociétaire? Tout ça là, les médias indépendants.